La cité universitaire de Kabala a reçu ce matin la visite du Premier ministre Modibo Keïta. Le chef du gouvernement a pu constater que toutes les structures sont sur place pour accueillir les étudiants et l'administration. Ce chef-d'œuvre est le fruit de la coopération entre le Mali et la Chine. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût d'un projet sur l'assainissement lancé par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cette initiative vise à susciter un changement de comportement. Une journée porte ouverte pour mieux connaître la police nationale, un événement marqué par une prise d'armes et des conférences de presse sur l'évolution de ce corps. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce message de condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Message ainsi libellé. C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris le décès de 2 casques bleus de la MINUSMA de nationalité tchadienne suite à l'attaque du camp de la MINUSMA à Aguelhok le 3 octobre 2016. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, à la MINUSMA, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple frère tchadien, ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je saisis cette occasion pour renouveler l'engagement du gouvernement de la République du Mali à œuvrer avec la MINUSMA et l'ensemble des pays et organisations amis à l'éradication totale du terrorisme et l'instauration d'une paix durable au Mali, tout en formulant des vœux sincères pour le repos éternel de l'âme des disparus et le prompt rétablissement des blessés. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute fraternelle considération, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue tchadien. Ici, à Bamako, la cité universitaire de Kabala est fin prête. Le Premier ministre a pu le constater à travers une visite des infrastructures. La cité est composée de 3 blocs essentiellement dédiés aux cours, à l'hébergement et à l'administration. On fait le point avec Alousseni Touré. Située dans le quartier de Kabala, dans la commune de Kalabankoro, la cité universitaire est une infrastructure de dernière génération. Sa réalisation est l'œuvre conjointe de la République du Mali et de la coopération chinoise. On distingue d'une part le bloc pédagogique dédié aux cours, le bloc d'hébergement avec les dortoirs et toutes les installations sociales, et enfin le Centre national des œuvres universitaires. C'est l'une des plus grandes réalisations depuis de l'indépendance à nos jours. Et vous avez vu le campus, c'est plus que ce que le Mali a comme capacité d'accueil de l'indépendance à nos jours. Ça fait 4080 lits. Et là où nous sommes actuellement, ça c'est la partie pédagogique. C'est des amphithéâtres qui ont une capacité de rotation de plus de 28 000 étudiants par jour. Nous avons essayé de faire en sorte que nos bâtiments puissent être dans les normes le plus. Vous avez dû voir que les bâtiments de masse ici au Mali, il faut qu'on change de conception et c'est ce que nous avons fait. Vous avez vu les 3 zones qui sont presque finies, mais ce qui reste encore, il y a l'extension du projet, la deuxième phase que nous attendons. Actuellement, la capacité d'accueil de la zone pédagogique, c'est d'à peu près 28 000 étudiants que nous pourrons accueillir bientôt. Et nous pensons qu'avec la deuxième phase qui va se réaliser très bientôt, avec l'appui toujours de nos amis chinois, nous pourrons l'augmenter à 40 000 étudiants. Cependant, tout n'est pas rose dans cette cité du savoir, puisqu'au-delà de la réalisation des bâtiments, d'autres conditions restent à remplir pour assurer leur plein fonctionnement. Ce qui reste à faire, c'est naturellement certaines finitions, embellir l'espace, engager une vraie stratégie d'entretien de tous ces bâtiments. Vous avez vu, nous avons des salles hautement techniques avec des outils de dernier cri. L'entretien n'est pas un entretien habituel. L'entretien doit se faire avec des spécialistes. Il s'agit également de l'appropriation de ces bâtiments et par les enseignants et par les étudiants. C'est tout le sens de cette visite aujourd'hui. Il faut que le site soit accessible et c'est pour cela qu'on a un projet de route
avec encore la coopération chinoise. Pendant vraiment plus de 50 ans, nous avons, la Chine et le Mali, nous avons réalisé ensemble beaucoup de projets de coopération et maintenant ici le campus universitaire, la cité universitaire de Kabala, c'est encore une nouvelle réalisation de coopération. J'en suis vraiment fière parce que c'est un pôle universitaire le plus grand de la sous-région. Concrètement, la route dont on a besoin pour les servir. On va voir. En tant qu'ambassadeur, je vais continuer à faire des efforts comme toujours. En attendant, les principaux bénéficiaires s'engagent déjà à en faire bon usage. L'entretien de ces lieux va dans l'intérêt des étudiants. Quand nous allons arriver à entretenir ce site-là, je pense que c'est dans notre intérêt parce que c'est nous que ça va mettre dans les conditions confortables d'études. La cité universitaire de Kabala, qui sera inaugurée par le chef de l'État, viendra renforcer le dispositif de l'enseignement et de la recherche dans notre pays. Rendez-vous avec Koulouba, la rencontre de ce mardi 9e du genre a porté sur l'adoption par le gouvernement du projet relatif au PPI de la République, le dialogue entamé avec la classe politique et la société civile ainsi que la participation du Mali à la 71e Assemblée générale des Nations Unies, compte rendu Bourama Traoré. 9e face à face, Racine Thiam est journaliste. Le rendez-vous avec Koulouba est tout simplement respecté. La rencontre mensuelle avec les confrères est perçue comme une tribune d'échange direct autour des actions du président de la République. En ligne des murs du rendez-vous de ce mardi, l'adoption par le gouvernement du projet de texte relatif au PPI de la République. Cette initiative présidentielle est une révolution. On en parle depuis très longtemps, mais pratiquement rien n'avait été mis en place de façon structurante et permanente pour permettre à ce que les enfants, les ayants droit de nos soldats tombés sur le champ de bataille puissent être pris en charge correctement. À partir de maintenant, ils seront totalement pris en charge jusqu'à leur maturité. En plus des pensions qui vont être versées et revalorisées, vous avez la prise en charge même de ces enfants en termes de scolarité, en termes de santé, en termes de suivi. Une autre initiative présidentielle et pas la moindre, la poursuite du dialogue avec la classe politique et la société civile. Un exercice qui vise un triple objectif: écouter, échanger et expliquer la vision présidentielle sur la gestion de la crise. C'est un exercice qui va continuer pour effectivement permettre au Mali, dans un climat apaisé, de jouer le jeu démocratique dans la contradiction, mais en gardant l'objectif commun, qui est notre objectif à nous tous, majorité, opposition, syndicats, société civile, c'est de garder un Mali reconstruit, un Mali qui est dans la course pour le développement, qui est dans la course pour l'émergence. Le patron de la communication présidentielle n'est pas passé sous silence la 71e Assemblée générale des Nations Unies à New York, en marge de laquelle une rencontre de haut niveau s'est tenue sur la situation dans notre pays. Constat du conférencier, la voix du Mali portée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été entendue. Le monde entier recommande, demande même le retour immédiat de l'administration malienne et du Mali sur toute l'étendue du territoire malien. Donc la crise malienne n'est pas finie, mais nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers une sortie très honorable de la crise. Comme l'affirme Racine Thiam, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. En termes clairs, en dépit des défis du moment, des avancées importantes ont été enregistrées selon le conférencier. Quand l'opposition dit ça ne va pas, nous sommes heureux, nous, de dire que le budget de 2017 au Mali est de 2267 milliards de francs CFA. Et dans ces 2200 et quelques milliards de budget actés par l'État, félicité par la Banque mondiale et le FMI, la grande majorité viennent des recettes internes de l'État. Nous dépassons 2000 milliards de recettes internes. Et de conclure par cette conviction, la forêt Mali continuera à pousser pour le bonheur des Maliens. Autre grand titre de l'actualité nationale, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a lancé son projet intitulé « Gérons notre commune, cas de l'assainissement ». Ce projet, dont le coût est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, vise surtout à susciter un changement de comportement, nous dit Agibou Koulibaly. Le Mali, avec une urbanisation galopante des communes, fait face à une insalubrité grandissante. Le nettoyage quotidien, la gestion des déchets publics qui ont longtemps caractérisé les Maliens sont des pratiques en baisse progressive actuellement.
C'est à juste titre que le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a initié ce projet pour la gestion du cadre de vie des populations. Le projet dont il est question est la matérialisation d'un engagement que les femmes ont fait au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Et cela à travers mon département. Un engagement des femmes à assainir la capitale. Selon les autorités du district, ce projet constitue un outil précieux pour l'embellissement de la ville de Bamako. Le dit projet participe aux efforts d'assainissement de la cité qui s'apprête à abriter le sommet Afrique-France en 2017. Il est indéniable que chaque citoyen comprenne la nécessité du respect scrupuleux, l'assainissement dans nos lieux de travail, dans nos domiciles, bref, notre environnement. Tout le programme du CENOSAF repose essentiellement sur l'assainissement, la salubrité, afin de faire de cette ville de Bamako, ville hôte du 27e sommet Afrique-France, la ville qu'elle était par le passé. Ce projet Gérons notre commune, cas de l'assainissement, a une durée de 12 mois. Il couvre le district de Bamako et le cercle de Kati. Ouverture à Bamako de l'atelier sous-régional sur l'intégration des filières prioritaires à fort potentiel pour la construction de chaînes de valeur régionales. Cette activité est organisée par le cadre intégré renforcé en partenariat avec le ministère du Commerce et l'Organisation internationale de la francophonie, nous dit Rachel Tissougué. Durant 4 jours, les représentants du cadre intégré renforcé et leurs partenaires se pencheront sur des sujets visant à développer le commerce international. Les échanges porteront sur, entre autres sujets, les filières coton, gomme arabique, karité, mangue, peau et cuir. Il s'agira d'identifier les opportunités et les perspectives des dites filières. Le pays a beaucoup investi dans 2 produits principaux, la mangue, une augmentation exponentielle de l'exportation de la mangue à partir du début du cadre intégré jusqu'à maintenant. On est passé de 3 000 à 30 000 tonnes de mangue exportées étrangères grâce à l'appui du cadre intégré, mais aussi la gomme arabique. Dans un souci d'efficacité, pour l'utilisation rationnelle des ressources qui sont mises à disposition, il est bon que les partenaires techniques et financiers se mettent ensemble, travaillent en synergie, et que les pays qui ont un partage d'intérêt, le développement de certaines chaînes de valeur, aussi soient ensemble. L'Organisation internationale de la francophonie joue un rôle important dans la mise en œuvre de ce programme. Notre organisation, forte de ses 80 États et gouvernements, a adopté au dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar une stratégie économique pour la francophonie. Et cette stratégie économique voudrait mettre face sur vraiment le développement et l'épanouissement de l'homme et en même temps l'éclosion véritablement d'un espace économique francophone compétitif. Nous partageons effectivement cette vision que la chaîne de valeur pourrait largement contribuer à lever les défis de développement auxquels sont confrontées nos économies. En effet, la chaîne de valeur permet de décomposer l'activité de l'entreprise en différentes séquences et d'identifier des sources d'avantages complémentaires potentiels, ce qui contribue fortement à améliorer les différentes activités. Le rôle des agences de développement des exportations dans la promotion des filières prioritaires sera également au cœur des débats. Elle avance en rang serré. La police nationale du Mali célèbre pour la toute première fois sa journée, cela après 56 ans d'existence. L'événement a été marqué par une prise d'armes suivie de défilés à l'école de police, des journées portes ouvertes et des conférences de presse sur l'évolution de ce corps. Une journée de communion entre police et population. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. Après 56 ans d'existence, la police nationale du Mali a désormais sa journée. Pour mémoire, c'est le 4 octobre 1960 que le dernier directeur de la sûreté du Soudan a été démis de ses fonctions. Le commissaire divisionnaire français, Moret Élysée, a passé le flambeau et le drapeau de la police naissante du Mali à l'officier de police Maman Touré, directeur par intérim. Aujourd'hui, la police a donné la preuve de sa montée graduelle en puissance, toute chose qui se mesure à la réponse qu'elle apporte dans la lutte contre la criminalité, le terrorisme, l'extrémisme violent, c'est-à-dire les défis des temps modernes et de tous les États. Au cours de son histoire, la police a assuré avec professionnalisme ses missions, souvent en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité. Ces missions sont assurées de nos jours avec courage et dévouement par des femmes et des hommes qui ont fait le serment de dédier leur vie pour que règne le bon ordre et s'instaure la paix dans la République
Le fonctionnaire de police, à quelque niveau qu'il soit, est et restera un rempart contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes. La journée de la police est une occasion pour les experts de ce corps de communiquer avec les populations. Un jour comme celui-là, où la population peut s'approcher de sa police, lui poser des questions, interagir avec elle, lui dire ce qu'elle pense d'elle. Donc ce qui ne va pas, c'est qu'elle souhaite que la police change. Nous avons dit qu'en mettant une journée en place, chaque année, cela a été un rendez-vous qui peut servir à cela. Vous avez vu que depuis tôt ce matin, nous avons des journées portes ouvertes sur un certain nombre de structures où vous pouvez aller voir les conditions de travail. Et donc souvent vous demandez qu'est-ce qu'on peut demander de notre police, est-ce qu'elle a tous les moyens? Outre les journées portes ouvertes à la direction de la police frontière, une conférence de presse a été animée par l'association des fonctionnaires et retraités de la police sur l'évolution de leur ancien corps. Pour service rendu, la police a décerné à ses partenaires des diplômes d'honneur et des attestations de reconnaissance. Dans la même foulée, 100 agents se sont vus décerner les diplômes de policiers méritants. La prise d'armes s'est achevée par un défilé auquel chaque force de défense était représentée. Les éléments du PGN se sont fait beaucoup remarquer à leur passage. C'est un peloton formé pour lutter contre le terrorisme. Le monde des affaires maintenant, les petites et moyennes entreprises au sein de l'espace IMOA face aux exigences de compétitivité mondiale. C'est le thème de la deuxième édition du Salon des banques et des PME qui se tiendra à Bamako du 12 au 16 octobre 2016. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour informer les médias sur les activités du salon. On fait les points avec Daouda Sidiki Diarra. La deuxième édition du Salon d'affaires de l'innovation et du partage des PME de l'UEMOA pointe à l'horizon. Le salon qui se tiendra à Bamako du 12 au 16 octobre est dédié aux micro, petites et moyennes entreprises et industries de l'espace UEMOA, voire même au-delà. Autour de ces PME, les banques et autres structures seront présentes pour répondre à leurs préoccupations et l'apport des médias est sollicité par les organisateurs. Nous sommes ici pour discuter entre acteurs du secteur privé sur les préoccupations des PME, partager les difficultés, mais aussi partager les meilleures pratiques. La tenue donc d'un tel événement comme le salon est donc en droite ligne avec notre vision qui est de permettre à nos membres de s'outiller pour être plus compétitifs dans le contexte de la mondialisation qui n'autorise pas l'amateurisme. Au cours de cette édition, 3 panels seront débattus, notamment le panel sur les nouveaux dispositifs de financement de l'UEMOA, les contextes et enjeux de développement des pays de cette organisation et les solutions innovantes des PME. Nous avons accepté de parrainer l'événement parce que nous pensons que la question des PME est vitale pour aujourd'hui le Mali, mais aussi pour tous les pays de l'UEMOA. Selon les statistiques disponibles, ce serait 35 000 nouveaux diplômés qui sont sur le marché du travail du Mali chaque année. L'emploi public, c'est-à-dire les postes que l'État pourvoit chaque année pour recruter, dépasse à peine 10% de ce total. Une foire appelée Carrefour des PME permettra aux petites et moyennes entreprises d'exposer leur savoir-faire au Palais des Sports 6 à l'ACI 2000. Dans le cadre du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens de Tombouctou, le ministère de la Culture a organisé ce matin la 2e session annuelle de la réunion du comité de pilotage. La rencontre vise à renforcer le cadre d'échange sur les activités du programme et à valoriser une synergie d'action pour la mise en œuvre du projet. Reportage Modibo Soiré. Autour du ministre de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo, les responsables du patrimoine culturel et les partenaires techniques et financiers ont planché sur les résultats de la première phase du programme des patrimoines endommagés des régions du nord du Mali. Sous l'égide de l'UNESCO, ce projet a permis la réalisation d'une série d'activités avec plusieurs composantes. Je crois que cette stratégie est le fruit d'une grande réflexion menée ensemble avec le ministère de la Culture du Mali, mais également le grand professionnalisme des experts maliens qui tous les jours ont pris les risques pour se rendre sur le terrain. Au cours de la réunion, les acteurs concernés et les partenaires ont fait des suggestions, notamment sur le suivi, l'entretien et la pérennisation de ces projets du patrimoine culturel immatériel. Une démarche qui servira de tremplin pour le démarrage de la seconde phase de l'opération.
Aujourd'hui, notre rencontre revêt le caractère d'un satisfecit général, tant les résultats de la phase 1 du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali sont concluants. Reconstruire 14 mausolées dans un délai relativement court reste un message fort du Mali et de la communauté internationale. À signaler que l'ensemble des résultats de ce programme seront présentés par des experts nationaux et internationaux lors d'une grande conférence prévue en février 2017 à Bamako. Parlons école. La rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 15 octobre dans la région de Kidal. D'ici là, des dispositions sont prises par le gouvernement pour un retour des enfants et des enseignants à l'école. L'administration scolaire présente dans la localité, en accord avec les groupes armés depuis février 2016, est à pied d'œuvre pour respecter cette date. Le gouverneur de la région de Kidal, Koina Ag Hamadou, nous donne plus de précisions ici au micro de Drissa Kone. Depuis février 2016 déjà, le département de l'éducation a réussi, avec les mouvements qui occupent la région, l'installation, le retour de l'administration scolaire à Kidal. Le département a mis en place beaucoup de choses, entre autres la mise à disposition de fournitures scolaires, des équipements collectifs pour enseignants. Pendant ces vacances, le département avec ses partenaires ont organisé des cours de rémédiation pour ces élèves-là, parce que les cours ont repris un peu tardivement, et prévu et organisé aussi des cours de mise à niveau à l'intention des enseignants. Le gouvernement, à travers le département de l'éducation, a payé les frais de transport et les frais d'installation des enseignants qui étaient listés. Les enseignants de Kidal, bien entendu. Donc ça c'est déjà fait pour leur permettre de rejoindre, si la situation le permettait, au titre de l'année scolaire 2016-2017, rejoindre Kidal. Malheureusement, à cause de la crise qui se vit depuis quelques jours à Kidal, il est convenu entre l'administration scolaire de Kidal et les mouvements qui occupent Kidal d'envisager la réouverture pour le 15 octobre. Et puis la Fédération nationale de l'éducation, des sports, des arts, de la recherche et de la culture, FENAREC, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants prévue pour demain, 5 octobre 2016, souhaite une bonne journée à l'ensemble des enseignants du Mali et du monde entier. Le thème retenu cette année est valoriser les enseignants, améliorer leur statut professionnel. Rencontre CENI-Opposition, la Commission électorale nationale indépendante a invité ce matin l'opposition pour expliquer clairement le mode opératoire de la CENI dans sa mission de supervision du processus électoral. Selon le président de la CENI, après des séances de travail, la Commission a jugé nécessaire de rencontrer l'opposition. Des assises qui vont s'étendre à d'autres acteurs intervenant dans le processus électoral. Mamadou Djamoutani est au micro de Sira Bachili. Nous avons compris qu'il était important que nous et l'opposition, nous ayons une séance de travail afin que, de façon approfondie, nous puissions expliquer clairement notre mode opératoire à l'opposition, qui aussi a des propositions à faire, que nous sommes prêts à enregistrer et sur lesquelles nous allons apporter une réflexion. Vous savez que la CENI est une structure indépendante chargée de la supervision du suivi du processus électoral. Donc nous rencontrons l'administration, la délégation générale des élections, les partis politiques. Aujourd'hui, c'est l'opposition, mais après, ça sera d'autres partis politiques, de la majorité, etc. Donc, c'est pour vraiment expliquer en quoi consiste notre mission et comment nous sommes préparés pour aborder les prochaines élections, les élections communales à venir, et avec un mode opératoire très clair. En vue des élections municipales, mais aussi un désir d'expliquer, de faire comprendre la mission de la CENI aux acteurs politiques. Parce que souvent, on a entendu dire des choses qui ne concernent pas la CENI, mais qui portent sur la CENI. Comme quoi? Nous ne proclamons pas les résultats, nous attendons vos résultats, vous ne les avez pas donnés. Ce n'est pas à la CENI de proclamer par exemple les résultats. Les résultats provisoires sont proclamés par l'administration et les résultats définitifs par le juge électoral, qui est la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'élection présidentielle ou des élections législatives, et par les préfets pour les élections de proximité comme les élections municipales.
Politique toujours, la section du parti de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM de Nara, a effectué samedi dernier sa rentrée politique. Une occasion pour le parti de la CENI de remobiliser ses partisans en vue des élections communales. Envoyés spéciaux Sidi Modibo Dambélé et Isaac Tchenou. Grande ferveur dans la ville de Nara. Et pour cause, la rentrée politique de la section de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Un événement marqué par la présence du président du parti, Ousseini Amion Guindo, et plusieurs autres membres de son bureau exécutif. Cette rentrée politique a été aussi une occasion pour la CODEM de valider les listes du bureau de section des femmes et des jeunes. La CODEM à Nara aujourd'hui a une ambition, faire le changement d'hommes et de mentalités. Donc mon objectif principal c'est quoi? Avoir la mairie. Les femmes ne sont pas là seulement pour mobiliser pour les hommes. On est là pour nous-mêmes, pour notre famille et pour notre pays. Raison pour laquelle le fait d'être sur les listes, on ne sera pas en marche de cela. Il faut dire que le parti prendra part aux élections municipales pour la première fois à Nara. Mais aujourd'hui, nous sommes tout heureux de constater que sur les 11 communes, déjà, il y a 8 listes. Donc, dans 8 communes qui sont prêtes à être déposées et avec une candidature très sérieuse au niveau de la ville. Donc vraiment nous sommes satisfaits, nous sommes venus soutenir nos camarades qui travaillent ici et leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne seront pas seuls. La délégation a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville. Office du Niger, 4e session de suivi du contrat-plan 2014-2018. À l'ordre du jour, le point de taux d'exécution des engagements État, Office du Niger, exploitant agricole et les directives pour le développement harmonieux de la zone Office. Compte rendu Kandesila. Le contrat-plan 2014-2018 fixe les engagements tripartites État, Office du Niger et exploitant agricole. Cette 4e session du comité de suivi vise à faire le point d'exécution de ces engagements. La session s'ouvre au moment où l'Office du Niger fixe ses ambitions au titre. Ils sont au total 95 jeunes leaders, hommes. Quelques problèmes techniques. Nous partons maintenant pour Mopti, où la 2e édition de la Bourse nationale d'échalote oignon s'est tenue à Bandiagara. Objectif, créer un cadre d'échange et un lien de partenariat entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de ce produit. Compte rendu Jules Sambou Sissoko. L'objectif premier de la bourse des semences d'échalotes et d'oignons est de permettre aux acteurs de mieux nouer des relations d'affaires au profit de l'essor de la filière échalotes et oignons. La chaîne de valeur échalotes-oignons regorge d'énormes potentialités, tant sur le plan de la production que sur celui des opportunités de marché pour l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Cependant, elle reste confrontée à d'énormes difficultés, parmi lesquelles on peut noter la difficulté d'accès aux intrants de qualité. Cet espace offre également l'opportunité de vulgariser les modèles de financement pour un meilleur accès des producteurs aux semences de qualité. La présente bourse se justifie bien. Le conseil régional de Mopti se réjouit que cette filière échalote soit appuyée dans la mesure où elle en a fortement besoin. Pour la valorisation de la semence, ce qui débouchera naturellement sur une autosuffisance alimentaire. La garantie de l'autosuffisance alimentaire à tous les fils du pays est une préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays. Le renforcement des capacités porte sur plusieurs thématiques pertinentes au cours de la 2e édition de la bourse à Bandiagara, où l'échalote et l'oignon constituent la balance de l'économie locale. Voilà, parlons de ce géant qu'est l'Office du Niger, 4e session de suivi du contrat-plan 2014-2018. À l'ordre du jour, le point de taux d'exécution des engagements État, Office du Niger, exploitant agricole et les directives pour le développement harmonieux de la zone Office. Nous retrouvons Kandesila. Le contrat-plan 2014-2018 fixe les engagements tripartites État, Office du Niger et exploitant agricole. Cette 4e session du comité de suivi vise à faire le point d'exécution de ces engagements. La session s'ouvre au moment où l'Office du Niger fixe ses ambitions au titre de la campagne agricole. L'aménagement de 3300 hectares nouveaux, la mise en valeur de 146 113 hectares, la mise en valeur de 10 964
hectares en culture maraîchère. Si au cours de cette session, le comité note des efforts dans l'entretien des infrastructures hydrauliques avec un taux d'exécution de 93%, les parties prenantes doivent s'engager dans la dynamique amorcée pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cette réunion est donc d'une importance capitale, d'autant plus qu'elle traduit la ferme volonté des plus hautes autorités d'améliorer l'engagement issu du dialogue entre acteurs pour favoriser la matérialisation de la sécurité alimentaire à travers une production indépendante des aléas climatiques pour l'amélioration du bien-être des populations. La session a recommandé l'amélioration de la part de la dotation de l'État consacrée aux aménagements, une plus grande implication du comité de suivi auprès des départements concernés dans la recherche d'un terrain d'entente avec Soukala pour le respect de leur cahier de charges. Le président directeur général de la pharmacie populaire du Mali met les bouchées doubles pour mieux rayonner la structure au bénéfice de la population. Il vient de boucler dans la région de Sikasso une tournée de prise de contact avec l'ensemble des partenaires de la structure. Compte rendu Fatoumata Diallo. Par cette visite de terrain, il s'agissait pour le nouveau PDG de la pharmacie populaire du Mali et ses proches collaborateurs d'échanger avec leurs partenaires sur l'état de fonctionnement de la PPM, les difficultés rencontrées afin d'insuffler un nouvel élan dans les actions de la structure. Le constat qui ressort de mes visites, c'est que les représentations de la pharmacie populaire du Mali ont besoin que leurs capacités soient renforcées en termes de moyens de distribution, donc les moyens logistiques, mais aussi renforcement des capacités en termes de chaîne du froid. Le périple ainsi effectué entre la direction régionale de la santé, l'hôpital, les magasins de stockage des démembrements et les districts sanitaires de Kadiolo et de Koutiala a aussi permis aux partenaires de formuler sans embâche des inquiétudes par rapport à la rupture du stock, au déficit de communication et à la prise en compte des médicaments de spécialité par la PPM. Il est décidé dans les perspectives qu'on puisse disposer d'un système d'information de gestion logistique qui puisse informer les acteurs du médicament, mais aussi aller vers une bonne quantification des besoins. Il y a aussi un plan stratégique qui a été élaboré par ma pharmacie populaire du Mali. Au terme de la visite, les partenaires ont réitéré leur soutien indéfectible à la PPM qui projette redorer son blason de leader en approvisionnement de médicaments de qualité à moindre coût. De la pharmacie, nous passons à l'hôpital. Le centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie examine le rapport d'activité financier 2015 et celui du premier semestre 2016. Le budget de l'exercice en cours est exécuté à hauteur de 39%, compte rendu Nouhoum Sissoko. Le Centre national d'odontostomatologie a mené plusieurs activités médico-techniques au premier semestre 2016. Le budget au cours de la même période est exécuté à près de 40%. Le budget 2016 du CHU Senos s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 746 771 000 francs CFA. La part du budget d'État est de 1 456 771 000 francs CFA, soit 83,40%, et celle du budget autonome 287 millions de francs CFA. Au 30 juin 2016, le taux global de réalisation des ressources financières est de 62%. Le CHU Senos ambitionne la construction des nouveaux sièges adaptés à l'offre de services, mais aussi la formation de spécialistes. Une politique volontariste et courageuse de formation des formateurs ou tout simplement de recrutement nous aidera à reposer l'avenir et le devenir de nos filières de formation sur les cadres nationaux. Nous avons 5 cabinets qui sont là. Nous n'avons pas de dentistes, de chirurgiens dentistes. Dans ces cabinets ne fonctionnent pas. Ça nous fait un manque à gagner, tant pour le centre que pour les populations. Le Centre national d'odontostomatologie est une structure de référence nationale opérationnelle depuis 1986. Il assure le diagnostic et le traitement des malades, se consacre à la formation initiale et continue des professionnels de la santé et conduit des travaux de recherche dans le domaine médical. 4e réunion du Comité national d'orientation et de pilotage du projet d'appui à la restauration du système Fagimbine. Les travaux de maintenance des chaînaux d'alimentation du système, le développement des cultures et des productions animales sont entre autres actions menées, compte rendu à Gali Agagissa.
Le projet d'appui à la restauration du système Fagbin a vu le jour en 2011 et vise à promouvoir la productivité agricole dans 20 communes de la région de Tombouctou. Les acteurs du projet se réunissent pour la 4e fois pour faire le bilan des réalisations et dégager les perspectives. Les activités déjà réalisées dans le cadre de ce projet ont permis d'enregistrer des acquis quand même importants en termes de maintenance des chenaux, d'alimentation des lacs, en termes d'appui aux producteurs en intrants agricoles, en termes d'acquisition d'engins de terrassement et de construction d'infrastructures de stockage. Financé par le Royaume de Norvège et le PNUD, le projet devra prendre fin en décembre 2016. Il est donc urgent de mobiliser les bailleurs pour la pérennisation des activités. Je vous invite à faire une analyse approfondie de ce document, parce que nous nous acheminons vers la fin de ce programme. D'ailleurs, au cours de cette session, nous vous proposons d'échanger par rapport à la table ronde que nous envisageons organiser pour essayer de trouver des financements pour le programme cadre de restauration et de développement du système Fagbin. Le système Fagbin est un ensemble hydraulique composé de plusieurs lacs constituant le grenier du septentrion malien. La principale difficulté est le remplissage des lacs qui a eu comme conséquence la réduction des superficies cultivables, la disparition des pêcheries, des pâturages et l'exode rural. Une délégation du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable était samedi dernier sur le dépôt de transit non loin du stade Omnisport Modibo Keïta. L'objectif de cette visite était de constater les faits et de prendre des dispositions pour dégager ces ordures. Compte rendu Youssouf Diakité. La question de l'assainissement s'invite de plus en plus dans nos débats de tous les jours et les ordures menacent dangereusement la quiétude des populations. Constat fait par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est pourquoi le département a décidé de se faire accompagner par les partenaires. Et c'est le PDG de l'entreprise SCSIG Environnement qui répond à l'appel du ministre pour dégager ces ordures. Nous sommes ici en face des stades Omnisport contigus au centre de formation professionnelle Soumankourou Kanté. Et c'est pas aujourd'hui que nous avons essayé d'accompagner les mairies dans le cadre de leur mission en termes d'assainissement et d'évacuation des déchets. Cette opération vient après bien d'autres qui ont été menées à Lafiabougou, à Dar Salam, à Djanguenela. Nous avons sollicité le partenariat de Habidine Yahatara, qui est un bon citoyen, qui a gracieusement mis à la disposition du ministère d'Iben pour essayer d'évacuer dans les 5 jours qui suivent le dépôt de transit de Médine. La question de la gestion des ordures de nos jours se pose donc à tous les niveaux, un combat commun. Pour le gagner, il faut une véritable complicité autour de la question, rassurent tous les intervenants. Plus de 120 millions de francs CFA, c'est le coût de construction d'une école de formation des techniciens dans plusieurs filières d'emploi. L'infrastructure est située à Mamaribougou, dans la commune du Mandé. Le centre compte 21 salles de classe. Compte rendu Adama Koulibaly. La commune rurale du Mandé, dans le cercle de Kati, a maintenant un centre de formation professionnelle dans les filières tertiaire, CAP et BT. Le centre construit à Mamaribougou sur une aire de 700 m², compte 21 classes avec 15 toilettes, un espace pour les réunions de professeurs, tous bien électrifiés. Le bâtiment construit à un niveau aura coûté 120 millions de francs CFA de son promoteur Mamourou Koulibaly. Selon le maire adjoint de la commune du Mandé, c'est la première fois dans sa commune et que c'est une volonté des autorités et des parents d'élèves, tous très satisfaits de cette initiative privée qui va réduire leurs dépenses dans les transports vers des écoles éloignées. Ce pays a besoin de s'appesantir un peu beaucoup sur le niveau professionnel, de formation professionnelle. On a plus besoin de techniciens, d'ouvriers qualifiés. Ça va vraiment soulager à plus d'un titre la mission de la population de la commune du Mandé et même pourquoi pas Bamako. Le centre sera un local pour former des secrétaires de direction, des comptables, des dessinateurs techniques de bâtiments, des électriciens, plombiers, électromécaniciens et des informaticiens. Capacité de l'école, plus de 1000 personnes. À côté, le promoteur a installé une borne fontaine pour les besoins de l'école en eau potable.
Environ une centaine de jeunes leaders du programme gouvernance locale redevable venus des régions de Gao, Menaka, Tombouctou, Mopti et Ségou ont pris part aux travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Kéemassina. C'était dans le cadre du chantier citoyen de la jeunesse édition 2016, compte rendu Cheikh Oumar Diallo. Ils sont au total 95 jeunes leaders, hommes et femmes du programme gouvernance locale et redevable venus des régions de Gao, Menaka, Tombouctou, Mopti et Ségou à prendre part 10 jours durant aux travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Massina dans le cadre du chantier citoyen de la jeunesse édition 2016. Financé par le programme gouvernance locale et redevable jusqu'à hauteur de 29 millions de francs CFA, la mise en œuvre de ce chantier citoyen est confiée à un consortium d'ONG, à savoir ICO, Oxfam, SNV et Alphalog AED. Très vite, on a compris que un pays ne se construit pas par le seul État. Il faut l'implication de tout un chacun. Outre leur participation physique aux travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Massina, les 95 jeunes leaders ont bénéficié d'une formation de 4 jours en montage de projets, en économie de la culture et du sport et en gestion des maisons de jeunes. Ils se sont fait également distinguer par leur participation active aux festivités marquant le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale que Massina a commémoré avec faste. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Muharram ou Djomine Kalo, premier mois de l'année égérienne 1438, n'a été aperçu dans aucune localité du pays le samedi 1er octobre 2016. En conséquence, le mois lunaire Muharram ou Djomine Kalo a débuté au Mali le lundi 3 octobre 2016. Et puis vous pourrez suivre après ce journal le deuxième numéro du magazine Performance de l'ANPE réalisé dans la région de Caille, un magazine réalisé en collaboration avec l'ORTM. C'est la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h, une présentation de Khadija Toukone. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Mais avant, vous pourrez suivre le journal télévisé de formation avec Mohamed Oldoumamouni. Au revoir, Allah bénisse le Mali.